Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous tous qui êtes branchés en ce moment ici sur Télé 7, la chaîne républicaine. C'est votre magazine questions-réponses, le rendez-vous de l'analyse, l'actualité politique, économique et sociale de la République démocratique du Congo. Je suis Fabien Anvar Kouswanika. Je reçois pour vous aujourd'hui Madame Catherine Nzuzi Wambombo. Elle n'est pas présentée en République démocratique du Congo. Elle fut gouverneure de province dans le Bas-Congo et à Kinshasa. Elle fut plusieurs fois ministre. Elle fut vice-présidente du comité central. Vous avez donc compris, c'était donc pendant la Deuxième République. Nous allons en tout cas revenir en ce qui concerne sa présentation parce qu'elle a eu, il faut l'avouer, plusieurs casquettes en République démocratique du Congo. Mais nous l'avons rencontrée en Belgique pour la simple raison qu'elle a été amenée ici pour une triste nouvelle. Elle vient tout à l'heure, disons, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, en tout cas, d'accompagner à sa dernière demeure son frère, qui fut également vice-ministre à l'enseignement primaire et secondaire, qui fut également vice-ministre, disons, à la communication, à la culture. Il s'agit donc de monsieur Vincent Nzuzi Mulamba qui nous a quittés il y a peu. Alors, madame, certainement, d'abord, mes condoléances en tout cas. C'est un triste événement. Il faudra peut-être les rappeler à tous nos téléspectateurs. Je vous rencontre ici, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une pensée particulière par rapport à la personne, surtout en tant qu'opératrice politique, parce que M. Nzuzi Mulamba fut également aussi politicien, en dehors du fait qu'il a été aussi votre frère. Oui, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de saisir cette opportunité que vous m'offrez pour remercier tous les compatriotes qui étaient venus nombreux nous accompagner lors de ces funérailles. Vraiment, nous avons été très touchés. Et au nom de toute notre famille Nzuzi, vraiment, je les remercie de tout cœur. Ils nous ont témoigné leur sympathie et leur solidarité. Ça nous a permis de supporter cette épreuve parce que, comme épreuve, c'est vraiment une grande perte pour notre famille. Pas seulement pour notre famille, mais pour la nation congolaise, parce que, comme vous venez de le relever, mon frère fut également un opérateur politique. C'était une intelligence vive. C'était un homme très effacé, mais très efficace. C'était un homme de relations. C'était un homme vraiment qui était très attaché à son pays. Et là, vraiment, c'est une grande perte pour nous, notre famille et pour la nation. C'est une grande perte pour tout le monde. Je rappelle également que M. Vincent Nzuzi Mulamba fut le père de mon confrère, disons, vous l'avez connu en tout cas dans l'émission Questions-Réponses. Il est toujours là, il reviendra. Il fut mon consultant, ou il est encore mon consultant en relations internationales, Henri Kamandé Nzuzi. Et puis il fut en tout cas quelqu'un qui personnellement m'encourageait et qui me suivait régulièrement. Et j'ai eu donc à le connaître. Paix à son âme. Alors, nous disions tout à l'heure que vous êtes là, certes pour une triste nouvelle, mais en même temps, vous êtes opératrice politique. Merci en tout cas de nous avoir reçus pour parler un peu de politique congolaise. Je vous ai présenté avec une multitude de casquettes. Cela suppose, ça ne suppose pas, cela veut simplement dire que vous avez été au sommet du pouvoir congolais. Est-ce que maintenant que vous ne faites plus la politique active, ça ne vous manque pas? Vous savez que vous m'avez un peu pris de court parce que la circonstance pour laquelle je me trouve ici je ne devrais pas normalement m'occuper d'autre chose. Mais comme vous savez, lorsqu'on s'engage dans une carrière politique, on ne s'appartient pas. Bon, pour revenir à votre question, je dirais que un homme politique, un vrai, doit avoir un détachement quand il fait la politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique, c'est être au service de son pays. Mais lorsqu'il vous arrive de ne pas être au pouvoir d'une manière effective, vous devez être en mesure de servir votre pays autrement. Et ça vous permet de rester vous-même. Ça vous permet de ne pas devenir aigri parce que vous êtes occupé. Pour moi, la politique, c'est une fonction qui m'a permis et qui me permet de servir mon pays sans plus, mais je ne vis pas de la politique.
Et il y a vous une êtes aussi famille. femme d'affaires, si on comprend Je très suis bien. femme d'affaires, c'est ce qui me permet d'avoir, comment dirais-je, parfois des réactions normales sans être, comment dirais-je, sans avoir un parti pris. Ça me permet au pouvoir ou en dehors du pouvoir, ça me permet de traiter les problèmes de mon pays avec un désintéressement, pas d'une manière passionnée, pas d'une manière irresponsable. Mais ça fait plaisir de vous entendre dire ça dans une certaine mesure parce que pour le commun des mortels, les gens qui ont travaillé avec Mobutu n'ont pas investi. Alors que vous, si vous faites des affaires, ça dit que vous êtes une espèce rare alors. Je ne sais pas qui avait travaillé avec Mobutu qui n'a pas investi. Ah donc ils sont tous riches Moi, alors. c'est le non. Qu'est-ce que vous appelez la richesse, c'est quoi, Ah, d'après vous? c'est-à-dire être au moins à l'abri du besoin. Non, mais écoutez, ça fait 40 ans que j'ai travaillé. Je pense que si je ne peux pas me permettre d'être à l'abri du besoin, ça veut dire me permettre de prendre une tasse de café quand j'en ai envie, me permettre de prendre les sodas quand j'en ai envie, c'est que je n'ai rien compris de la vie. Et je ne pense pas qu'à mon âge, je peux être cité parmi les personnes qui n'ont rien compris de la vie. Donc, je pense que lorsqu'on est responsable et qu'on a des responsabilités de famille, il faut toujours penser au lendemain. Si on ne le fait pas, c'est un tort. Ah, très bien. Alors, revenons un peu à la politique. Nous sommes au mois de juin. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, nous étions, même quelques jours, on va dire, nous étions au mois de mai. Et le mois de mai, pour une personne, comme j'ai dit, qui a travaillé avec M. Mobutu, c'est un mois quand même qui est chargé. C'était le mois de la grande fête du mouvement populaire de la Révolution. Et malheureusement aussi, c'était le mois où M. Mobutu a quitté le pouvoir, ou a été chassé du pouvoir, disons-le comme ça. Quand vous arrivez à de telles échéances, comment vous sentez-vous? Mais chassé du pouvoir par qui? Je voudrais qu'on puisse aborder ces problèmes avec une certaine responsabilité. Le président Mobutu fut pour moi un très grand président, il le restera pour notre pays. La preuve, il a fait 32 ans au pouvoir, on a eu un pays qui était respecté et envié. Et en tant que journaliste, vous êtes mieux placé pour le savoir. Et si c'était à recommencer, je vous dis que je n'hésiterai pas pour le faire. Mais d'autres vous diront peut-être que c'est lui la cause de tout ce qui nous arrive. Non, dans toute vie, dans toute œuvre humaine, il y a de positifs et il y a de négatifs. Et moi, si je vous dirais que tout était rose, je mentirais. Parce que j'ai l'habitude d'aborder les problèmes de mon pays avec une grande responsabilité. Mais il y a eu des choses qui ont été bien faites. Et il y a eu des failles parce que Mobutu, c'était un homme faillible aussi. Mais lorsque Mobutu était à la tête du pays, le grand Zaïre était respecté et envié. Les gens recherchaient la compagnie des Zaïrois et la compagnie des Congolais. Ça, vous n'allez pas le démentir. Bon, 15 ans après son départ, c'est à vous à juger. Alors, c'est vrai, ce que vous dites, on vous reconnaîtra aussi le fait d'avoir assumé l'héritage de Mobutu au plus fort de la contestation, je dirais même quel terme utiliser, ou même du mépris, il faut le dire, à un certain moment. Mais vous l'avez assumé, vous avez même été présidente du Impair fait privé pendant que les autres étaient en train de fuir. Et finalement, que devient le parti du maréchal Mobutu aujourd'hui? J'assume mon passé et le présent. Je n'ai pas du tout eu un passé ennuyeux, je n'ai pas du tout eu un passé gênant. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu aller en exil. Si j'étais partie en exil, je n'allais pas être... je ne pense pas à l'assistance sociale. J'ai travaillé longuement et je sais que je peux facilement vivre comme je vais là où je suis. Pourquoi je n'ai pas été en exil? C'est justement pour vous démontrer que tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu ne sont pas des diables comme vous le pensez. J'ai été arrêté plusieurs fois. J'ai été traîné dans tous les cachots de Kinshasa, mais je n'ai pas l'habitude de trahir mon idéal. Je n'ai pas l'habitude de me, de me renier. Parce que c'est renier, c'est très grave. Je fais partie d'une famille qui a versé son sang pour ce pays. Je ne peux pas trahir ce pays. Voilà pourquoi,
face à cette responsabilité familiale, je me suis dit que je ne peux pas me permettre d'aller en exil. C'est comme si j'avais des choses à cacher. Ceux qui viennent sont des Congolais, on va s'expliquer. Et nous nous sommes expliqués. En quoi a tenu votre abnégation quand on sait qu'il y a même ses propres enfants n'ont pas, par exemple, voulu avoir l'étiquette du MPR, mais vous Je ne fais pas... Tous ces enfants, il n'est pas dit que tous ces enfants étaient du MPR. L'MPR, à l'époque du parti État, était un patrimoine commun. Même vous qui parlez, vous étiez membre du MPR. Bien sûr. Voilà pourquoi il faut le parler. Vous étiez membre du MPR comme moi. Parce que même les enfants, même le fœtus, de toute façon, étaient membres du MPR. Effectivement. Et après, j'ai préféré continuer avec le MPR parce que c'est un parti que je connais mieux. Un parti de masse, un parti qui avait assuré l'unité de notre pays, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc, qu'est-ce qui devient aujourd'hui le MPR? Mais c'est un parti qui continue dans l'opposition comme tous les partis politiques. Et ce n'est pas un parti qui est mort, c'est un parti qui vit. Mais moi, j'ai préféré pour des raisons de santé. À l'époque, j'avais préféré remettre ma démission à la direction politique nationale. Parce vous avez vraiment démissionné? Mais oui, je l'ai fait. Au Congo? C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont le sens de dignité et de l'honneur, et j'en fais partie. Ben voilà, Madame Zouzouan Bobo a démissionné du parti, ça n'arrive pas tous les jours. Mais autre chose qui interpelle les gens qui observent un peu la scène politique congolaise, c'était la vitesse avec laquelle certains Mobutis se sont clonés en kabylistes, si on peut vous permettre un peu l'expression. Est-ce que cela ne montrait pas quelque part que le Mobutisme n'était pas réellement une vraie idéologie, mais c'était peut-être des gens qui venaient s'agglutiner pour quelques petits intérêts? Vous voyez, et c'est là peut-être aussi que vous faites exception. Vous voyez, c'est cette manière d'aborder ces problèmes qui fait que souvent la classe politique congolaise est incomprise. Moi, je ne juge pas. Les amis qui, pour des raisons qu'ils connaissent, ont décidé d'aller dans la famille politique du président Kabila, c'est de leur responsabilité. Vous n'avez pas vécu ça comme une trahison? Je ne peux pas les juger. Moi, je suis resté au MPR et j'assume. Je m'assume, je n'ai pas l'habitude, comment dirais-je, de raconter des histoires sur mes amis. Ce sont mes amis. C'est à eux à juger. Ils ont une conscience et je pense que je suis mieux placé pour juger, pour donner un jugement à leur place. Voilà, ce qui est dit, ne jugez point. C'est la parole de Madame Zouzouan Bobo, qui est donc l'invité de notre émission Questions-Réponses sur Télé 7, la chaîne républicaine. Alors maintenant, venons-en à l'actualité. Okay. Vous êtes ici pendant ce temps au pays. Je ne sais même pas, peut-être au moment où on va diffuser cette émission ici, on aura déjà connu les nouveaux animateurs de la CENI. Et une chose semble déjà acquise, c'est le retour de l'abbé Malou Malou. Pour vous, c'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo? Bon, d'abord par rapport au contexte. Le dialogue étant annoncé, je pense que franchement, on aurait dû attendre... Ah, vous y croyez à ce dialogue? Mais j'y crois, parce que la politique est faite de dialogue. La politique est faite de concessions et de compromis. Et lorsqu'on refuse de le faire, c'est qu'on n'a rien compris. Et pour moi, on aurait dû attendre la fin du dialogue, voir qu'est-ce qui va être dit dans ce dialogue. Il y aura certainement des choses qui vont être dites autour de cette CNI. Et c'était à ce moment-là qu'on pouvait alors, en connaissance de cause, mettre en place une CNI consensuelle. Mais on a préféré mettre la charrue devant les bœufs. On va voir lorsque... Vous soupçonnez alors des agendas cachés? Je ne soupçonne rien, mais j'ai dit que en politique, on spécule. Vous venez de spéculer en annonçant que ça sera Malou Malou. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je dis, il y a des indications qui l'ont annoncé. En même temps, on sent que c'est le seul qui, jusque-là, fait le poids, selon certaines indiscrétions. En voyant tout ce qui s'est passé autour des élections, et en 2006 et en 2011, je ne sais pas si ce sera une bonne chose de reconduire l'une des deux personnes qui avait, qui avait patronné ces élections. Et à votre avis, admettons que c'est cela qui arrive,
quels sont les garde-fous que vous, en tant qu'opérateur politique en général, je parle, pourriez mettre en place pour justement que le travail qui sera réalisé par n'importe qui sera à la tête de la CENI soit quand même un travail dans une certaine mesure incontestable? Bon, mais comme cette fois-ci, on a demandé aux différentes composantes de désigner leurs délégués d'une manière libre, bon, j'estime que je ne vais pas, comment dirais-je, leur faire un procès d'intention. J'espère que ce sont des Congolais, ils vont quand même apprécier leurs responsabilités. Ils savent que lorsque les élections sont mal faites, lorsque les élections sont contestées, ça mène le pays dans de graves problèmes. Et j'espère qu'en tant que Congolais, ils vont assumer cette responsabilité avec beaucoup de nationalisme et beaucoup d'engagement. Mais maintenant, vous, en tant qu'homme, femme politique, les faits, admettons, nous parlons ici dans la supposition que c'est M. Malou Malou, ou l'abbé Malou Malou. Il a été quand même un membre très influent au niveau du gouvernement, en termes, par exemple, de la recherche de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il faisait partie d'Amani Léo, une structure comme ça. Et tout récemment, il était à Kampala, ou il est encore à Kampala, je ne sais pas, avec les négociateurs du gouvernement. Est-ce que cela ne fait pas de lui quelqu'un qui pourrait avoir un petit deux poids, deux mesures? Mais je ne sais pas, mais je sais, en tant que catholique, je sais que Rome aurait refusé qu'on ait quelqu'un, un clergé à la tête de la CNI, bon, à moins que les choses aient changé. Donc, tant que nous n'avons pas encore vidé cette question, je me trouve mal placé pour donner un avis. Vous voulez encore douter du fait qu'il soit prêtre, alors, dans ce cas-là? Vous le dites comme vous le dites. Voilà, c'est donc l'émission questions-réponses. Et autre fait de la politique, tout récemment, il y a eu Addis Abeba, les chefs d'État se sont retrouvés, d'ailleurs, c'est les cinquantenaires de la création de cette organisation africaine. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que cette organisation a pu répondre aux souhaits des Africains? En tout cas, pour une fois... En tant que Mobutis aussi, vous avez aussi une part des responsabilités, entre... soit dit en passant. J'assume. Un peu comme Denis Sassou. Tout à fait.